Encore une sale journée. Je n'avais toujours aucune idée de la pub que j'allais traiter. Mon moral était au plus bas et rien n'aurait. Vous foutez quoi? Je voulais créer une ambiance dramatique. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Adidas, la firme allemande créée en 1949 par Adolf Dassler. Et on va éviter Point Goldwyn, s'il vous plaît. Même s'il semblerait que le monsieur ait rejoint le Parti national-socialiste et aurait fourni l'armée allemande en bottes et en chaussures durant la Seconde Guerre mondiale, grâce à l'entreprise qu'il avait fondée avec son frère, Rudolf. Bref. Par la suite, les deux frangins se séparèrent, Rudolf fonda Puma, et Adolf Dassler, dont le surnom était Adi, coupa son nom de famille en deux pour le fusionner et wow! Ouais, je sais, les effets spéciaux sont impressionnants. Bon, ça c'était pour la partie historique. Mais aujourd'hui, la compagnie pèse près de 10 milliards d'euros en bourse. C'est juste le PIB de la Chine. Se vend sur les 5 continents et sponsorise des athlètes de football américain. Basket, boxe, athlétisme, cricket, cyclisme, handball, rugby, tennis, skateboard, tennis de table et les équipes de foot suivantes. Dans ces publicités, Adidas nous habitue à avoir des athlètes, des corps jeunes et musclés. Et la publicité qui nous intéresse aujourd'hui, sortie en 2016, nous présente un vieux, ce qui est assez surprenant pour être souligné. Dans celle-ci, on nous raconte pas comment Pogba a appris à courir pour échapper à son beau-père. Pogba. Mais l'histoire d'un homme en maison de retraite. En fait, c'est quasiment un court-métrage, donc on va l'analyser comme tel, grâce à Monsieur Lavandier et son œuvre La Dramaturgie, qui nous explique que selon lui, tout récit se découpe en 3 actes. Exposition, développement et résolution. Cette vision est parfois questionnée et d'autres grilles de lecture ont été élaborées, mais pour le moment, on va se cantonner à celle-là. On parle aussi de situation initiale. C'est la phase où on va nous présenter le héros et le caractériser. Dès le premier plan, on nous pose un vieil homme, l'air triste, l'esprit ailleurs, avec un léger travelling avant. Un travelling, c'est un mouvement de caméra, ici vers l'avant, mais qui peut aussi aller vers l'arrière ou latéralement. Ça permet de diriger notre regard sur notre retraité au pull gris. Et oui, le pull a son importance. Son pull est rouge. Oui, parce que le rouge symbolise sa détermination. Pull gris, il est déprimé, pull rouge, il est motivé. Cette théorie se confirme par la suite. Mais notons que sur ce dernier plan, notre personnage se démarque. Il est au premier plan et regarde un jogger par la fenêtre. Tandis que les autres au second plan regardent la télé. Une course à pied, visiblement. Je crois qu'on commence à comprendre. Dans cette phase, on nous donne la faiblesse et le besoin du héros. Bon, là c'est facile, il est vieux et il veut se barrer. Le lieu aussi est posé très rapidement. Le lit médicalisé dans la chambre, le repas au réfectoire et l'après-midi devant la télé. Clairement une maison de retraite. Ou ma vie quand j'avais 12 ans. Mis à part le lit médicalisé. Le plan de l'anniversaire est un travelling arrière qui isole le personnage au centre. Bon là il porte une chemise mais il va pas porter un pull tous les jours. En fait ce plan a pour rôle de nous montrer le temps qui passe. D'où le changement de tenue. Et accessoirement il nous montre aussi l'apathie à un moment qui devrait être à la fête. Évidemment pour accentuer le tout on a un piano dépressif. Oui bah ça va là. Désolé. Mais bon ça reste toujours mieux que mon dernier anniversaire. Putain mais tu vas la souffler avec ta bougie connard. Voilà. Et joyeux anniversaire. Puis survient l'élément déclencheur. On a un plan sur notre personnage principal, travelling avant, le retour du pull rouge et en fond sonore, la montée de la voix du commentateur sportif, contre-champ sur une vieille paire de pompes. C'est l'élément déclencheur. On a vu mieux comme élément déclencheur. Mais l'important c'est que ça fasse basculer le héros dans l'action. Et il s'élance vers la liberté. Et c'est le début de l'acte 2. C'est la partie la plus longue. Elle nous montre les péripéties et les actions que le héros va entreprendre pour atteindre son objectif. J'ai précisé que le développement c'était les obstacles et la confrontation, mais avant ça on notera l'utilisation des autres pensionnaires comme évocation de la folie, avec le monsieur qui arrose sa télé, et de la solitude, avec la dame qui danse toute seule. Et le seul qui réagit c'est lui. Enfin qui réagit. Qui écarquille les yeux quoi. C'est l'allié, qu'on appellera Herman, parce que c'est le nom de l'acteur. Notons qu'il porte une tenue de sportswear marquée de 3 bandes bleues. Suivi par un plan sur l'adversaire, qu'on appelle également Nemesis. Ce qui me fait systématiquement penser à ça. La mégère en blouse blanche. Bon, il y a aussi les blouses bleues, mais ils ne sont que le bras armé. D'ailleurs, l'opposition à venir est évoquée dans une furtive apparition, juste avant que notre héros ne soit stoppé. On a dans ce plan une blouse bleue qui avance en sens inverse du mouvement de la caméra. Je l'ai maté plan par plan, je vous dis. Oh, c'est quand même un peu rude comme maison de retraite, hein. Le mec a même pas le droit de sortir dans le jardin. À moins que...
Il a été interné dans un hôpital psychiatrique. Pour les médecins, il est fou. Ça expliquerait bien des choses. Mais ça l'empêchera pas de retenter de nuit. On a la symbolique de l'enfermement, avec l'ombre du grillage, ici, et la porte verrouillée, au cas où on n'aurait pas bien compris qu'il est enfermé. On en revient à un plan similaire au second, mais cette fois-ci les lumières sont éteintes. Et le pull gris est de retour. Le héros a subi sa première défaite. Mais il se relève, littéralement. S'en suivent des plans d'entraînement et des tentatives de fuite sous le regard ébahi d'Herman. Moi je suis désolé, mais là je pouvais pas résister. La canne, symbole de vieillesse, est ici transformée en barre pour les entraînements. Et tous ces efforts ne mèneront qu'à une chose... la défaite. Pour la première fois, l'adversaire apparaît dans le même cadre que le héros qui se fait sortir et déposséder de ses chaussures. Les salauds! Qui pourraient pas sortir en chaussures de ville en fait. On en est donc au climax. C'est le point culminant du récit où la tension est à son comble. On lui a pris ses chaussures, je vous dis. C'est l'apparente défaite du héros. Et j'ai bien dit apparente, devenue un gimmick du cinéma américain. Heureusement, une lueur d'espoir. Littéralement. Laisse apparaître Herman, en fauteuil roulant, qui retire la couverture dissimulant les chaussures de sport libérées. Des livres! Même pas en rêve. Et le short rouge, tenu ostensiblement au second plan. Herman incarne là parfaitement son rôle de personnage secondaire. Car comme le dit John Truby dans l'anatomie du scénario, c'est par contraste que le personnage secondaire souligne les traits de caractère et les dilemmes du personnage principal. Car s'il partage un même désir, Herman, lui, ne peut le réaliser. Mais il peut aider notre héros. Et ça c'est beau, putain. Car Herman va nous mener tout droit à l'acte 3. Cette étape va faire traverser au héros l'ultime confrontation qui lui permettra de se dépasser. En plus du piano, on ajoute une guitare. Ok. Et on a le droit à un regard face cam durant un travelling avant. La détermination, ma gueule. C'est aussi à ce moment qu'on nous précise le background du personnage, avec une photo et des trophées sur l'étagère. On comprend que c'était un coureur professionnel, même si en fait les coupes étaient déjà visibles dès le premier plan. Enfin visibles, puis le personnage se redresse. On a compris. Et un bruit de foule commence à monter. Les autres pensionnaires se sont rassemblés autour de lui, comme si dans sa quête il avait éradiqué la folie et la solitude de chacun. Il court sous les acclamations, mais ses ennemis surgissent. Dans un dernier effort, il sort de la foule, claque la main d'Herman et garde le bras levé. Herman s'interpose et... Pourquoi je vous fais tout le récit, vous avez vu l'extrait, non? On dirait un commentateur sportif. Et le coureur allemand s'élance, il nous fait une magnifique foulée, c'est incroyable, il est déjà à la ligne d'arrivée, oh oui, oui! Bref, l'adversaire est défait et notre héros s'échappe, laissant Herman derrière lui. Il a laissé Herman, ce salaud! Ça va aller, ça va aller. Notre héros est enfin dehors. Il esquisse un sourire en découvrant l'extérieur. Puis on le voit s'éloigner, les bras levés, vers la liberté tant attendue. Ensuite, un simple texte. Se libérer. Et évidemment le logo Adidas. Une véritable happy end, quoi. Mais dans la vraie vie, la suite, ça serait ça. Une quarantaine d'hommes restent mobilisés à la recherche du fuyard. Ce matin, les forces de l'ordre distribuaient des portraits robots aux commerçants du quartier. Parce que notre héros, il s'est barré, il est bien content. Mais Herman, lui, est resté enfermé. Mais tu mets pas dans ce temps, c'est juste une histoire. Et ben justement, l'homme a toujours raconté des histoires. Des peintures rupestres jusqu'au cinéma actuel, en passant par les récits d'Homère et le théâtre. Waouh, on a voyagé dans le temps à une vitesse folle. Et au début des années 1980, Walter Fisher, philosophe, publia son ouvrage Human Communication as Narration, la communication humaine comme narration, dans lequel il évoque le fait que l'humain est un narrateur né. Bon, même si c'est pas franchement le cas de tout le monde. Lundi, je suis arrivé au taf, tu vois, et Ah, mais non, c'était pas lundi, c'était mardi. Parce que mardi, on a mangé des sushis. Donc mardi, je suis arrivé au taf et... Non, je suis quasiment sûr que c'était lundi. Et donc tu vois, lundi je suis arrivé au taf,
Pour maximiser l'impact du récit, il faut être capable d'organiser l'information. Et surtout susciter et maintenir l'intérêt de l'auditoire. Avec des explosions, c'est ça? Je vois pas de quoi tu parles. Selon Walter, c'est à travers la narration que l'homme appréhende pour lui et les autres la réalité qu'il éprouve. C'est pas faux, c'est ainsi que nous échangeons sur notre vécu. En fait, si la narration peut transmettre des informations, elle peut aussi faire passer des émotions. Quand on raconte une histoire, on donne une information factuelle. J'ai eu 12 à mon examen hier. Mais le discours peut aussi être orienté pour transmettre la manière dont a été vécue cette expérience. J'ai eu 12 à mon examen hier! Yes! Dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. J'ai eu 12 à mon examen d'hier! Et si le récit peut être affecté, il véhicule également des valeurs. Bon, dans cet exemple, c'est l'importance que les notes peuvent avoir dans leur présentation. Mais ça peut aussi être une certaine représentation de la femme, la valeur travail, ou une certaine représentation de la maturité. Ajoutez à cela que plus l'émotion provoquée chez nous est forte, plus elle facilite la mémorisation. Et pour preuve, on se rappelle tous de ça. Longue vie au roi. L'émotion permet d'atteindre l'individu, non pas là, mais là. Ce qui fait que j'ai même pas besoin d'argumenter pour vous convaincre que Scar est un salaud. Hein, Kelly? Alors qu'une explication rationnelle peut entraîner défense et contre-argumentation. Parce que finalement, Scar, il a eu une enfance difficile, figurez-vous. C'est un salaud, un salaud! Mais pour que ça fonctionne, il faut que le héros soit placé dans un conflit. Dans notre publicité, son désir de liberté rentre en contradiction avec les règles de l'Institut. Mais comme on comprend son besoin et sa motivation, ça nous touche affectivement. On s'identifie au héros, on se place de son côté. Enfin, normalement. Il y en a peut-être quelques-uns qui étaient chauds pour le séquestrer. Du coup, on a l'impression d'affronter l'adversité à ses côtés, et d'en triompher en même temps que lui. Mais on peut potentiellement se reconnaître dans tous les personnages, puisque chacun se positionne par rapport à la thématique du récit. Vous pouvez vous sentir comme notre ancien coureur épris de liberté, ou comme Herman dans l'incapacité de se défaire de ses entraves. Herman! Cette identification permet même d'aller au-delà de la langue et de la culture, que les acteurs soient des Lions ou des Allemands. Ça n'empêche pas de comprendre intellectuellement l'histoire, et de s'impliquer émotionnellement. Ça fonctionne d'ailleurs très bien dans nos récits des temps modernes. On prend une poignée de personnages qui vont générer du conflit entre eux. Mais t'es jalouse! Tu critiques sur mes vêtements, t'as rien à faire en fait, t'es jalouse! Ce qui nous amène à prendre position. Mais comme elle abuse, Mélanie, elle est super bien sa peine, ça. D'une manière ou d'une autre. Non mais de toute façon c'est que des abrutis dans ces émissions. Tu veux que je change? Non, non, laisse. Regardez comme ils ont l'air cons là. Et on peut aussi faire du storytelling avec la vie privée des gens. Et pourquoi s'emmerder à écrire un scénar si ça fonctionne juste avec l'identification? Et c'est en ça que le pouvoir de la narration est grand. Et un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ou de grands profits. Car si l'être humain a toujours été un narrateur et un spectateur né, c'est au début des années 90 que le fait de raconter des histoires, ou storytelling, revient en force. Après avoir prouvé son efficacité dans le domaine de la politique. Mais ça, je laisse Usul et Linguisticae vous en parler, dans leurs vidéos à partir de 58 minutes 20. Il se propage ensuite dans le secteur du marketing. Car l'avantage, c'est que cette technique crée une proximité avec le consommateur. Fini les explications complexes sur les caractéristiques du produit. Il suffit que la pub réussisse à nous émouvoir. Peu importe quelle est la marque au final. Have a break. Have a Kit Kat. Parce que ça n'a aucun foutu rapport. On ne vend pas un produit. Oh ça non. Mais un idéal, un épanouissement personnel. Vous aussi, vous voudriez être libre juste avec une paire de chaussures. Parce que c'est quand même le message de cette pub. Et ça passe, grâce à la suspension consentie de l'incrédulité. Un truc naturel chez les êtres humains. C'est notre capacité à accepter dans un récit l'existence des hobbits par exemple, à l'unique condition que l'univers créé garde la cohérence qu'il a lui-même définie. Dans un monde médiéval fantastique, où les nains et les elfes cohabitent, mais se détestent, un hobbit découvre un anneau capable de le rendre invisible. Ok, pas de souci. Mais si à un moment il se passe ça, waouh, le pouvoir de cet anneau est vraiment incroyable. Ça faisait un moment que tu me cassais les couilles, Gollum! Là, ça marche plus. Bon, dans cette pub, l'anneau, c'est une vieille paire de pompes. C'est vachement moins classe. Bien entendu, on n'est pas convaincu que des chaussures vont nous offrir la liberté. Pas plus qu'on pense que la Terre du Milieu existe. Mais on est prêt à l'accepter. Et encore aujourd'hui. Parce que tout ça n'était qu'une mascarade. Pourquoi j'ai fait ça? En réalité, il ne s'agit pas d'une pub Adidas, mais d'un projet d'étude réalisé par Eugène Merer quand il avait 25 ans. C'était ça ton poisson d'avril? Bah ouais. Eugène est d'origine moldave et quand il ne se promène pas en camping-car avec ses potes, il fait de la vidéo. Je vous conseille de jeter un coup d'œil à son travail, c'est assez prometteur. Et en voyant ce qu'il a fait par ailleurs, on comprend pourquoi on trouve une certaine sensibilité dans sa réalisation. Je pense à son choix d'un homme retraité comme personnage principal d'une publicité destinée à une firme d'équipements sportifs. C'est pas franchement le premier truc qui vient à l'esprit. Mais le bonhomme est assez coutumier du fait. Dans ses récits, ses héros sont souvent en décalage par rapport à leur environnement. On y voit un vieux, à l'école, ou encore un roux, petit et gros, à la piscine. Je prends pas la peine de préciser pourquoi ils sont à l'écart. Du coup, j'ai le sentiment que les laissés pour compte ne le laissent pas indifférent. Mais en plus de ça, cette vidéo est techniquement impeccable. Clairement, le mec a pas filmé avec le caméscope de son grand-père. Même s'il est très bien. Eugène a réalisé cette vidéo à l'aide de son école, l'académie de Bad-Württemberg.
Merci Nono, en Allemagne. Et c'est pas franchement une école de clampin. Les spécialisations vont de la musique de film à la production, et ces petits fifous ont créé leur propre institut d'animation, d'effets spéciaux et de post-production numérique. Chaque année, c'est près de 250 films en tout genre qui sont réalisés par les étudiants, avec des trucs dans le style du présent, que je vous invite à aller regarder. Mais pourquoi j'ai pas fait cette école, moi? Tu parles pas allemand. Ah oui, c'est vrai. Bref, la qualité de leur production est impressionnante. Et celles d'Eugène font clairement pas exception. Du coup, quand il a envoyé sa vidéo au service marketing Adidas, il l'a envoyé péter. Peut-être qu'ils aiment pas les petits vieux, hein. Bon, du coup, Eugène a quand même mis sa vidéo sur internet. Et là, il y a quelques médias qui en ont parlé. Boum, 13 millions de vues sur YouTube. Elle rentrerait dans le top 5 des vidéos les plus vues d'Adidas, devant celle de Pogba. Mais d'ailleurs, c'est quoi la vidéo la plus vue d'Adidas? Reinvents routine. Ah bah oui, des athlètes. Bon, celle-ci comptabilise 31 millions de vues sur YouTube. Mais il s'agit d'une vraie publicité Adidas. Promis, elle bénéficie donc du réseau de diffusion mondial de l'entreprise, contrairement à celle d'Eugène. Et pourtant, le temps que j'écrive cette vidéo, elle est passée de 11 à 13 millions de vues. Et j'ai pas vu le moindre commentaire négatif. Au contraire, certains disent qu'Adidas aurait dû l'acheter, ou qu'il ne la zapperait pas si elle passait avant une vidéo YouTube. Et tous les articles qui en parlent sont élogieux. Si ça, c'est pas une preuve du pouvoir de la narration, eh ben je veux bien me couper une main. Le fait est que cette vidéo est émouvante, et qu'elle a été réalisée avec une grammaire cinématographique de haute volée où chaque élément a son importance. Donc finalement, ce qu'on en retient, c'est surtout l'histoire qui nous a été contée. Parce qu'au fond, on aime bien qu'on nous raconte des histoires. Ça doit nous rappeler notre enfance. Et c'est pour ça que la princesse acheta sa paire de chaussures au prince. Parce que c'est pas une grognasse, elle! Faites beau rêve. Reste plus qu'à vérifier les intentions du narrateur. Gardez l'esprit critique, et à la prochaine.